il a fait un essai légal de thérapie génique, où il a tué 2 gosses et foutu 4 lymphomes quand même. Hein. Parce que moi, j'ai vu une interview de Gates qui disait qu'il fallait que le seul médicament qui existait, c'était le remdesivir et qu'il fallait le prescrire. Donc si ça, c'est pas du conflit d'intérêts, je sais pas ce que c'est. Et donc l'INSERM s'est mis en folie, après ils ont voulu le truc, après, malchance, le directeur de l'INSERM était le mari de la nouvelle ministre de la Santé, ce qui est un scandale, on parlait d'un conflit d'intérêts. Le QI, donc le QI baisse, donc c'était très intéressant, il y a un effet qui s'appelle l'effet de Flynn, qui a été décrit pendant tout le XXe siècle, avec une augmentation du QI qui en réalité était une augmentation de la scolarisation. Vous savez, comme conflit d'intérêts, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un conflit d'intérêts, vous payez 19% du fonctionnement, vous êtes actionnaire à 19% de l'OMS, c'est vous qui donnez les conseils, vous conseillez la vaccination généralisée, vous achetez chez BioNTech des actions qui vous ont rapporté $1 milliard, vous êtes actionnaire important de Gilead qui fait le remdesivir, vous payez 380 millions aux médias de dollars. Chez nous, c'est le Monde. Chez vous, je ne sais pas qui c'est, 4 millions le Monde. C'est pas mal. Plus les télés, plus la BBC, bien sûr, plus CNN, plus... D'accord ? Et vous payez les politiques, puisqu'à la fin, il a donné quand même 50 millions à Kamala Harris, ce qui fait que je doute que Trump l'ait dans son cœur non plus, quand même. Hein. Donc vous voyez bien le camp. À la fin, si vous voulez, moi je ne sais pas si je suis complotiste, là, c'est un mot qui a été inventé à cette occasion, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des points communs, là, vous voyez, entre certains éléments médiatiques, Bill Gates, l'OMS, le vaccin et le remdesivir, quand même. Vous voyez, et qui plus est, il paye une fille qui passe son temps il s'appelle Bic, qui passe son temps à me vomir dessus et à dire que je suis un tricheur. Et c'est officiel, il la paye officiellement. Elle a reçu $1 million de subvention, dont la moitié de Gates, quand même. Hein, pour dire du mal de moi, quand même. Donc, si vous voulez, je pense qu'il doit finir en prison, c'est mon avis. Une de ses supportrices, là, dont on dit qu'elle sera le support de rapport entre Trump et la presse, dit qu'elle ne sait pas si il ira en prison à vie ou s'il aura peine de mort. Hein. Donc, vous savez que les gens ont fini par identifier que le truc de Gates, c'était pas un bienfaiteur. Oui, je crois que maintenant, les gens commencent à comprendre quand même. Hein. Je crois qu'on commence à comprendre. Et que faut aussi, c'est pareil, il est miné de conflits d'intérêts, c'est inouï, c'est inouï. Et vous savez, moi, je repensais, l'Amérique, c'est l'Américain. Moi, les 2 choses que j'ai appris quand j'ai fait mon postdoc, qui m'ont vraiment impressionné aux États-Unis, c'est eux qui avaient inventé la loi anti-monopole. Vous savez qu'il a été cassé déjà par la loi anti-monopole, Bill Gates. Hein. C'est un récidiviste. Hein. Et les crimes en col blanc qui ont été décrits en 1947, je crois, dont un des éléments majeurs est le conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous avez vu, la notion de conflit d'intérêts dans mon pays, moi, dans la France, c'est quelque chose qui est totalement abstrait. Ça ne les intéresse pas une seconde. Bien sûr, ils sont en plein dedans. Donc si vous parlez au monde de conflit d'intérêts, ils disent « Attendez, vous parlez de moi, là, vous n'êtes pas poli !» Quand on leur dit « Mais vous savez, les gens que vous interviewez, ils ont reçu des centaines de milliers d'euros de Gilead. Attendez, mais comment vous pouvez leur demander leur avis ? Enfin, c'est inouï, c'est la base de... Vous croyez vraiment qu'on peut séparer le cerveau entre celui qui me paie, c'est celui qui paye qui décide ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant, reprenons notre vidéo. Donc il y a cette notion-là, mais les Américains l'ont inventée, la notion de conflit d'intérêts. Et la notion de crime en col blanc, et je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas la remettre au goût du jour, ça va faire terriblement mal. Hein. Parce que moi, j'ai vu une interview de Gates qui disait qu'il fallait que le seul médicament qui existait, c'était le remdesivir et qu'il fallait le prescrire. Et j'ai vu une interview de Gates qui disait qu'il faut vacciner l'ensemble de la population mondiale. Quand même.
Donc si ça, c'est pas du conflit d'intérêts, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc il y a un vrai problème qui est un problème de morale. C'est même pas un problème de justice, c'est un problème de morale. C'est totalement immoral, cette histoire. C'est immoral. Je ne sais pas, moi je ne veux pas faire de leçons de morale, c'est pas ma nature. Puis il y a sûrement des points sur lesquels on me reprocherait d'avoir une morale qui n'est pas celle qu'il faut. Mais enfin, c'est cette morale du soin et du conflit d'intérêts, il y a quelque chose de basique là qu'il faut arrêter, quoi. Donc, je vous dis, il suffit de regarder la distribution. L'industrie pharmaceutique, je crois, a donné sur les 6 dernières années 5 milliards d'euros à la presse française. Et Bill Gates a distribué 380 millions de dollars à la presse. Il suffit de regarder ça. Au bout d'un moment, dites, il faudrait qu'il y ait un bandeau sur le monde. Nous sommes achetés par Bill Gates et l'industrie pharmaceutique. Donc, qui est la loi française. Théoriquement, on a ça dans la loi française. La loi française a été faite en partie par un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Dominique Marinaki, qui était le premier directeur de la NSM à l'époque où il y a eu le scandale du Mediator et où le ministre était... comment s'appelle-t-il celui qui est à Lille maintenant. Donc ils ont fait une loi dont les décrets n'ont pas été pris. Une loi sur les conflits d'intérêts en disant on est obligé de déclarer les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que tous ces gens-là devraient être poursuivis par la justice. Tous ces gens qui ont parlé sur les plateaux devraient être poursuivis par la justice parce qu'ils ont fait des déclarations au moment où ils avaient des conflits d'intérêts. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs, quoi. Parce que vous parlez du Mediator. Non, c'est pas ça. On a notre monde, c'est pour ça que je crois qu'il va s'écrouler. Hein. Sauf événement chaotique, notre monde accepte un degré de crapulerie qui est inouï. Enfin, je ne sais pas jusqu'à où il faut remonter. Si, moi j'aime l'histoire. Hein. Vous aviez le même degré à la fin de la République romaine. Ouais, si vous lisez la République romaine, comment ça s'écroule, la République romaine? C'est une république relativement pauvre dans laquelle les types font... c'est les gilets jaunes, hein, les Romains de l'époque. Hein, c'est qu'ils ont un jardin et quand ils ont fini leur truc, on leur donne un bout de terre qu'ils cultivent. Bon. Et puis arrive l'Empire. Et l'Empire, d'un coup, il tombe des ruisseaux, des fleuves d'or. Et vous avez, je ne sais pas, Cassius se paye une armée avec son propre argent supérieure à celle de l'armée de l'État. Mais on est là, vous savez. On est là. BlackRock, c'est le 3e budget mondial après les États-Unis et la Chine. Vanguard, c'est le 7e. Et BlackRock et Vanguard sont actionnaires dans tous les grands domaines de l'industrie pharmaceutique. Et BlackRock possède une partie importante de la dette de la France et de la dette des autres pays endettés. Donc, dites, vous voyez le monde dans lequel on est arrivé ? Et vous avez, moi je suis surpris, c'est pour ça que les camps, je suis un peu désabusé. Vous vous rendez compte que putain, on a nous LFI qui dit rien. La gauche dit rien. Attendez, l'extrême gauche dit rien. Dit mais attendez, c'est ça les contradictions du capitalisme. Même Marx n'osait pas imaginer une situation pareille. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Plus que le 3e plus important budget au monde. Comment on résiste à ça ? Comment on résiste à des puissances financières de cette nature ? Et donc, si le monde ne tombe pas dans un chaos, si vous voulez, il n'y a pas de manière de le faire. Il n'y a pas de manière, c'est trop fort. Et puis, il y a trop de gens intéressants. Vous vous rendez compte, c'est toutes les retraites, puis tous les placements de tous les Américains. Comment on leur fait, on vous rase tout, là. Donc on ne sait pas comment faire. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je pense qu'il n'y aura qu'une situation, ce sera le chaos, qui peut venir par effectivement la destruction du dollar, ou par... Vous voyez, je ne sais pas ce qui se passera. Mais globalement, moi je ne sais pas comment on lutte contre ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, quand vous parlez de chaos, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Vous montrez que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs fois des chaos. Bien sûr. Si vous voulez, de toute manière, moi je crois... C'est très réducteur, mais enfin, moi je ne peux pas m'empêcher d'être réducteur. Chacun de nous parle à partir de sa propre expérience. Donc la même chose que je vous raconte sur les virus, je pense que c'est la même chose, c'est ce que je raconte dans mon livre, chez les humains et les civilisations urbaines. Vous savez, il y a 90% des civilisations urbaines qui ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Hein.
on n'arrive même plus à traduire la langue dans laquelle ils écrivaient. Enfin, c'est effarant. Au début, comme on connaît que ce qui est juste à côté, on savait que c'était arrivé dans l'actuelle Turquie et la Syrie, cette zone la plus fertile du monde, la plus extraordinaire du monde, qui se trouve entre Antioche et Memphis, si vous voulez, où tout a été inventé et tout a été détruit à chaque fois. Jérusalem, ça a été détruit 23 fois. C'est quelque chose. C'est celle qui a été le plus détruite au monde, je crois. Là-dedans, si vous regardez déjà des civilisations qui étaient puissantes, extrêmes, ont disparu. Les Hittites, ça a disparu. Qu'est-ce qu'il reste? Quelques statues de ça. Ça a été déchiffré extraordinairement récemment parce qu'il y avait des courriers diplomatiques qui ont été retrouvés. Dites, vous vous rendez compte que ce que c'était que l'Empire égyptien, il a fallu attendre le 19e siècle pour pouvoir être capable de lire des milliers de lettres. La langue a totalement disparu. Dans le linéaire A ou B, je ne me souviens plus, qui était le langage crétois, totalement. On est incapable de lire une lettre de ça, c'est inouï. Donc l'idée, vous voyez, on revient à ce que je disais au départ, vous voyez, l'idée que l'histoire est linéaire est une folie, elle est chaotique, et on ne connaît pas la raison des chaos. D'accord ? L'histoire, les données qu'on a sur l'histoire de cette partie-là du monde, c'est les peuples de la mer, c'est-à-dire c'est les pirates. On sait que les pirates ont détruit des civilisations entières, on sait. Hein. On sait dans l'histoire récente que les nomades, Gengis Khan, Tamerlan, ont détruit des civilisations entières. On sait, hein, ils ont pris Pékin, ils ont détruit Pékin. C'est pas rien. Donc, on sait que ça existe, ces événements chaotiques. Et puis, il y a des événements chaotiques qu'on n'explique pas. La peste est un très bon élément, mais même dans les domaines récents, pour dire que ça rebondit, regardez, qui sont les deux grands perdus, les deux qui ont perdu le plus, la plus grande proportion de la population dans la dernière guerre mondiale. C'est l'Allemagne et le Japon. Donc c'est très intéressant parce que c'est eux qui ont eu la plus grande croissance économique et la plus grande croissance technologique dans les 30 ou 40 ans qui ont suivi. Et maintenant, ils s'effondrent démographiquement. Quel est le lien de tout ça? Vous voyez, c'est incompréhensible. Vous voyez, donc le Japon et l'Allemagne, quand même, ils ont pris une sacrée torchée. Hein. Comment ils ont réussi à devenir les pays les plus dynamiques sur le plan technologique et industriel et économique. C'est incroyable. Comment tout ça, c'est en train de se casser la figure du fait qu'ils ont perdu la vitalité. C'est incroyable. La vitalité, c'est quand même la capacité de reproduction. C'est pas moi qui dis ça, c'est Lucrèce. Hein. C'est le premier à étudier l'évolution, c'est Lucrèce, qui était un Romain, comme chacun sait, contemporain de Cicéron, épicurien, et qui a décrit beaucoup plus intelligemment que Darwin ce qu'était l'évolution, au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand même. Hein. Je vous conseille de lire de la nature, si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est une merveille. Et donc, un autre exemple qui est un exemple très, très, très choquant, très frappant, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la peste, beaucoup. D'abord, comme un modèle épidémique, c'est extraordinaire. Et puis, on a inventé la première manière d'étudier les épidémies du passé, qu'on appelait la paléomicrobiologie, en étudiant la peste de Marseille, qui a eu lieu en 1720, et puis la grande peste, en ayant des squelettes qui venaient de Montpellier. Et on a montré que c'était la grande peste. On a été emmerdé avec cette histoire pendant 17 ans. Les gens disaient que ce n'était pas vrai. Parce qu'il y avait déjà... C'est pour ça que le fantasme de l'épidémie qui allait tuer tout le monde, il y avait un fantasme épidémique américain qui disait qu'en réalité, la peste noire, c'était une fièvre hémorragique. Il y avait des livres là-dessus. Ils demandaient des financements colossaux à la NSF. Je sais, j'en ai reviewé un en disant c'est une bande de fous. Et donc, quand nous, on a publié ça, ça veut dire que tout un pan de recherche qui était en train de se mettre en place s'écroulait. Et de best-sellers. Et 2 best-sellers sur la peste noire, en réalité, est une fièvre hémorragique. D'accord ? Nous, quand on a publié ça, on a eu la BBC, les mêmes. Hein, la BBC est venue chez nous et ils ont conclu non, c'est pas vrai, c'est pas Yersinia pestis, l'agent de la peste. D'accord ? On a fait, nous, et puis après on a eu une deuxième équipe, une troisième équipe qui ont publié ça, et il y avait un fou, pareil, qui avait réussi à pirater Wikipédia, qui est une source de mensonges absolument exceptionnelle. Ne croyez rien de Wikipédia, sauf s'il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, que c'est juste un curieux ou un truc qui marque, ça va. Dès qu'il y a un enjeu financier, scientifique, etc., c'est que des mensonges.
c'est le même niveau que les journaux. Voilà. C'est pareil que Le Monde, voilà, pour mettre les choses en situation. Peut-être les mêmes, d'ailleurs. Les fact-checkers et Wikipédia, c'est la même bande, tout ça. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a un type, qui s'appelle Gilbert, qui partout repassait et disait « mais non, c'est pas vrai », etc. Parce que ce type n'avait jamais fait de PCR de sa vie, c'est la manière dont on a... Il n'avait pas de dentiste avec lui, il a fait n'importe quoi, et il n'a pas trouvé de résultat positif. Et donc, plutôt que de dire « je ne sais pas », moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, moi, je vous envoie des dents en aveugle, m'envoyez des dents en aveugle, avec des contrôles, des gens qui n'ont pas la peste, des gens qui étaient censés l'avoir, et puis je vous donne le résultat. Il n'a jamais voulu. Donc, il n'a jamais voulu avoir de contrôle. Et jusqu'au moment où, vous savez, c'est ça la science. Hein, la science, des fois, c'est pas joli. Jusqu'au moment où un Allemand a publié le génome complet de Yersinia pestis dans Nature en disant, voilà, maintenant on sait ce qu'est l'origine de la peste, c'est Yersinia pestis. 17 ans après nous, il n'a cité aucun de nos papiers. Et la science, c'est une mode de temps en temps, les gens sont des voyous, vous savez. Là, comme ailleurs, hein, ne croyez pas que les scientifiques ont des qualités morales supérieures à celles des autres. Il y a des voyous, il y a des vendus, il y a tout ce que vous voulez dedans. C'est des humains. Voilà, il y a pas de... Moi, je ne me sens pas faire partie d'une communauté scientifique. Ça n'existe pas, ça. Chacun pour soi, et chacun pense comme il veut. Hein, oui. Donc, je suis plutôt anarchiste que collectiviste. Et donc, la peste noire, donc, on s'y est beaucoup intéressé. On a fini par comprendre ce qui s'était passé. C'est qu'en réalité, la transmission par les puces de rat était un mythe. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce n'est pas décrit dans les grandes pestes que les rues, à part dans celle de Camus, qui est un roman, que les rues sont remplies de rats morts. Ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas décrit. Ce n'est pas décrit en particulier la peste de Marseille, qui est extrêmement bien décrite. Mais on pense que c'est parce qu'on en a trouvé, et ça avait été trouvé dès le début du XXe siècle, hein, par le premier épidémiologiste de la peste, qui s'appelait Balthazar, qui était un pasteurien. Ça avait été trouvé dans les poux. D'accord ? Donc, parmi les plus grandes épidémies qui aient tué l'homme, en réalité, il y a des épidémies transmises par les poux. Le typhus, la borréliose récurrente à poux, ça a tué des dizaines de millions de personnes, hein, y compris pendant la dernière guerre mondiale, pendant le début de l'ère stalinienne. Donc, on sait que c'est un des plus grands tueurs. Tout le monde avait des poux. Vous savez, c'est très joli. D'ailleurs, on avait écrit ça dans les recommandations de maintien de Washington quand il viendrait à la Maison-Blanche. Il était marqué, vous êtes prié de ne pas vous gratter les poux pendant que vous êtes en présence du président. Donc, ça vous dit que tout le monde avait des poux. Voilà, tout le monde avait des poux. Et donc la diffusion par les poux, c'est extraordinaire, ça a une vitesse absolument folle, ça on le sait. Et donc nous, on a fait un modèle expérimental, on a fini par investiguer au Congo, qui est une des zones dans lesquelles il reste des poux. On est allé prélever des poux de tête et des poux de corps. On l'a trouvé dans les poux de corps et dans les poux de tête aussi, ce qui était inattendu pour nous. Et on a trouvé qu'effectivement, les gens disaient, écoutez, c'est pas possible parce que la peste n'est pas allée dans les pays scandinaves parce qu'il n'y avait pas les rats qui transportent les puces à cette époque-là. Et on a une fille qui était chez moi, qui avait travaillé avec nous, qui a envoyé son étudiant en Norvège, et ils avaient fait de la génomique des humains, et elle a eu la curiosité de lui dire, regarde, puisqu'ils ont tout séquencé, s'il n'y a pas des séquences de peste là-dedans. Et elle a regardé les séquences de peste qui datent d'il y a 4000 ans en Norvège. Donc c'est pas vrai que c'est venu avec les rats, ça existait bien avant. Que les rats étaient un réservoir, bien sûr. Bon, en plus, maintenant, comme on a beaucoup travaillé, surtout Michel Dancourt chez moi, on pense qu'en réalité, c'est la terre salée qui conserve le Yersinia pestis et que les foyers se trouvent toujours autour de zones de terre salée. Voilà. Parce que ça peut rester pendant des années. Nous, on a vérifié ça au laboratoire, ça dure 2 ans là-dedans sans mourir. Donc, et quand les rats viennent bouffer ça, ou les chameaux sont des vecteurs aussi, et les chameaux boivent l'eau salée. Donc quand ils vont boire l'eau salée, ils peuvent attraper la bestiole, et il y a des cas de peste qui sont transmis par la consommation de chameaux. Donc tout ça n'était pas aussi simple comme d'habitude. Les gens qui ne travaillent pas ont appris un truc à l'école, et ils répètent ce truc à l'école, et quand on leur dit que ce n'est pas aussi simple, ils ont l'impression que vous êtes en train d'être sacrilège. Quoi. Ce que vous êtes d'ailleurs. Toujours est-il qu'après la peste, qui a tué 50... Je ne refuse pas du tout d'être sacrilège. Je trouve qu'il y a des... Je suis contre le veau d'or, donc je suis
je pense qu'il faut détruire le veau d'or, dans tous les sens du terme. Vous voyez bien qu'on est en plein dedans. Il faut revenir à quelques notions un peu morales, ça ne fera pas de mal. Toujours est-il que la peste qui a tué entre 30 et 50% de la population européenne, c'est fin du XIVe. Et qu'est-ce qui se passe après la fin du XIVe? Qu'est-ce qui se passe au XVe siècle? La Renaissance et l'invasion du monde par l'Europe. C'est une drôle de coïncidence, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous tuez la moitié de la population, et d'un coup... Alors on sait qu'il y a une poussée démographique considérable. On sait, bien sûr, les Espagnols, la Reconquista, étaient devenus les meilleurs guerriers du monde. C'était des guerriers extravagants. Ça faisait 1000 ans qu'ils faisaient la guerre. Donc, ils avaient des guerriers d'une nature, je ne sais pas si vous avez la curiosité, si vous avez la curiosité de voir la nature de ces guerriers-là, il faut lire la conquête du Mexique, où à 400 personnes, ils ont pris un pays de 5 millions d'habitants. Quoi. C'est inouï. Et aussi bien la guerre, la négociation, les alliances. Hein, je vous ai dit, Cortés s'est marié immédiatement avec la fille d'un chef indien. Enfin, ils savaient tout faire. Hein, donc, c'est pas... Après, la légende dit non, ils avaient une dizaine de chevaux, c'est ce qui a affolé 5 millions d'Indiens. On peut me raconter des histoires, mais enfin, je ne les crois pas toutes. Hein. C'est comme l'autre avec son homme de Néandertal, je ne crois pas. Je crois il le raconte, là on a l'histoire jour par jour, c'est Diaz qui raconte ça, jour par jour de ce qui s'est passé. Sur un an, ils ont conservé leur cuirasse 300 nuits de suite. Ils n'enlèvent pas leur cuirasse pour dormir. Donc c'est des gens, on ne peut pas imaginer. Ce qu'ils ont fait, vous ne croyez pas que les humains soient capables de faire des trucs pareils, c'est fou. Mais ça faisait 1000 ans de guerre, c'est comme quand Rome arrive, si vous voulez, au début de l'Empire, c'est des guerriers qui font que ça, connaissent tous les coups, ils sont comme ça. Hein. Et donc, toujours est-il que entre ces guerriers extraordinaires, la découverte de la caravelle, enfin, des bateaux qui permettaient d'aller beaucoup plus loin, la curiosité, je sais pas, l'envie de vivre, je sais pas, la jeunesse, tout ça, ça fait quand même que jusqu'à maintenant, quand même, l'Occident a dominé le monde jusqu'à maintenant à partir de sa pire catastrophe, quand même. C'est quand même... donc, vous voyez que le rôle du chaos, quand même, c'est étrange. Non. Vous avez une explication pour ça? Non, mais moi, j'explique jamais rien. Moi, une hypothèse? Non. Moi, déjà, vous savez déjà rien de ce que je vous raconte. Déjà, c'est bien que vous le sachiez. C'est pas mal. Après, pourquoi les voies du Seigneur sont impénétrables? C'est la seule réponse intelligente à pourquoi. J'en sais rien, et les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est la réponse la plus intelligente qu'on ait jamais trouvée. Et de tout temps, on a inventé des dieux pour expliquer les choses. Vous savez expliquer, vous, le désir, vous savez expliquer vous, les catastrophes, vous savez expliquer pourquoi ces malheureux Espagnols se retrouvent sous un mètre d'eau, vous savez expliquer tout ça, non. Après, il y a toujours quelqu'un qui va dire, un qui va dire c'est le réchauffement climatique, l'autre qui va dire vous avez enlevé les barrages, ça ne savait rien, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus. Phénomène météorologique, chaotique, donc imprévisible. Voilà. Et si demain il y a le Vésuve qui s'y refoule, vous avez vu comment ils ont construit autour du Vésuve? Ça va être autre chose que Pompéi, là. S'il repart le Vésuve, ça va être conquis. Mais très bien, il restera comme ça des traces du XXIe siècle pour les gens du futur, si vous voulez, conserver intégralement. Donc, c'est des phénomènes chaotiques, c'est comme ça. Donc, il y a des phénomènes chaotiques qu'on comprend mal, et puis le devenir de ces phénomènes chaotiques, on le sait pas du tout non plus. Il y a des civilisations, vous savez, il y a parmi les grands historiciens, les gens qui essaient d'expliquer les cycles historiques, les deux du début du XXe siècle, qui sont probablement les deux plus intelligents, c'est Spengler et Toynbee. Alors, Toynbee est anglais, Spengler était anglais et Spengler allemand.
Et Spengler il écrit ça, il écrit, voilà, c'est le déclin de l'Occident, ça va être la fin, c'est juste avant Hitler, il n'a pas tort, hein, c'est-à-dire l'Allemagne est au sommet de la culture, de la connaissance, de la musique, de la philosophie, et il est en train de dire, voilà, tous les éléments qui montrent que tout ça va se casser la gueule. Et Toynbee, mais lui, il est désespéré, il voit arriver le cyclone, et c'est pareil, c'est bourré de chiffres, de données, enfin, ça revient à la mode, c'était oublié pendant 30 ans, puis ça revient à la mode. Et puis Toynbee, lui, dit, en opposition relative à Spengler, bien sûr, parce que s'il était d'accord, il n'avait pas besoin d'écrire, hein, il dit, c'est pas entièrement vrai, c'est-à-dire on recycle une partie. Et donc, bien sûr, un des exemples de déclin le plus extravagant, c'est la chute de l'Empire romain. Bien sûr, hein, donc l'écroulement, au 5e siècle, ça s'écroule. Nous, notre population, la population de la Gaule a diminué, divisé par 2. Il y a une bande de voyous et francs qui sont 10 000 qui arrivent à prendre un pays de cette taille. Enfin, c'est inouï, enfin, c'est invraisemblable. Comment on fait pour faire un truc pareil, quoi? Et lui dit oui, c'est vrai, on détruit 90% ou 99% de l'œuvre littéraire, intellectuelle et philosophique des Grecs et des Romains. Tout ça détruit. Les gens ne savent plus lire. C'est inouï ce qui se passe là. La destruction de ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est inouï. Il n'y a même plus d'eau dans les villes. La civilisation urbaine disparaît complètement. Enfin, c'est un truc absolument extraordinaire qui se passe. Et donc, Toynbee dit, non, mais enfin, quand même, il reste une partie, puisqu'il reste quand même la langue parlée reste véhiculaire, reste quand même le latin, il reste des éléments qui vont être intégrés, je ne sais pas quoi, le calendrier, etc. Il y a des choses qui restent, oui, des choses qui restent. Par rapport à certaines civilisations où tout a disparu, alors, on n'a plus rien du tout, qu'on sache, puisqu'on ne sait pas tout ce qu'il y avait. Là, quand même, la proportion de ce qui disparaît est quand même assez spectaculaire. Regardez quand même toute la littérature, les pièces de théâtre. Vous vous rendez compte, enfin, c'était des gens qui étaient incroyablement célèbres, Échille, Euripide, et parce qu'ont disparu d'Échille et d'Euripide dont il ne reste pas une trace. Donc, pour être un effondrement, c'est un effondrement. Hein. Donc, dedans, on est obligé de dire non, mais lui, on pense qu'il disait ça, Héraclite, ça a disparu, Démocrite, ça a disparu, vous vous rendez compte ? C'est énorme. Ce qui a disparu, c'est inouï. Et si on pense qu'effectivement, une partie de ce qui nous reste, c'est parce qu'il y a eu les Arabes et qu'il y a eu Byzance, et que donc il y a eu Byzance, et donc les Arabes ont conservé une partie, et qu'après, on a pu récupérer, dont Aristote. Hein. Quand même, c'est ce qui s'est passé, comme avec l'effondrement de civilisation, c'est un sacré machin. Alors après, ça rebondit, mais enfin, il s'est passé 1000 ans quand même entre les deux. Hein. C'est passé 1000 ans. Hein. Mais, incontestablement, on a fait les cathédrales, hein, magnifiques, et donc c'est le seul moment où on a fait les bâtiments de cette nature. Quoi. Nature aussi exceptionnelle. Donc l'architecture a explosé hein, d'une manière inouïe pendant cette période-là. Pourquoi est-ce que l'architecture l'architecture, c'est pas ça. Si vous regardez, c'est pas ça qui laissera la plus belle trace du XXe et du XXIe siècle. Hein, si vous voulez. Pour trouver que ce qu'il y a de plus beau, c'est la Tour Eiffel, c'est qu'on n'a pas grand-chose à se faire sous la dent. Hein. Donc, mais l'architecture au Moyen-Âge, c'est un truc extraordinaire. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des signes qui montraient quand une catastrophe, quand un chaos était sur le point d'arriver. Quels sont ces signes? Est-ce qu'on les constate aussi aujourd'hui, qu'un effondrement est imminent? Je ne sais pas ça, encore une fois. Moi, là, vous me demandez de faire une chose dont je vous ai dit que je ne vous faisais pas, c'est la prédiction. Je ne fais pas de prédiction, mais de l'observation, je fais. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, alors ça m'intéressait bien sûr d'abord au niveau de la France, puis après j'ai essayé de voir si c'était général. Il y a une régression de la France très très nette, si vous voulez, sur la production scientifique par tête. À telle enseigne qu'ils sont en train de casser tous les thermomètres pour plus qu'on puisse le mesurer. D'accord ? C'est-à-dire que maintenant, ils sélectionnent les journaux dont on tiendra compte pour mesurer la science en France, qui sont tous les journaux achetés par BlackRock, Vanguard, etc. Les autres, tous les journaux émergents dans lesquels... Moi, dans mon domaine, la science la plus dynamique, c'est l'Extrême-Orient. Moi, mes rivaux, c'était les Chinois. Il n'y avait plus qu'eux qui travaillaient de manière comparable à nous. Les autres, ils n'avaient même pas les machines pour le faire. Bon.
Les autres, la recherche en maladies infectieuses, c'était que payé par l'industrie pharmaceutique. Donc, qu'est-ce que vous... Et je vous dis, moi, j'ai présenté un truc quand j'ai découvert les virus géants. C'est Fischer, ce fameux Fischer, qui était le président du conseil scientifique. J'ai dit, je vais chercher, on commence à trouver des virus géants, on veut aller voir dans tous les domaines dans lesquels on trouve les virus géants, et puis faire la carte des virus géants. Et il a renvoyé ça d'un revers de main, il dit, on ne va pas donner un million à Raoult pour qu'il aille à la pêche. Oui. Les gens sont... Je fais déjà une épreuve de titre supérieure à la sienne. Hein. Donc, c'est intéressant. Et lui, pendant ce temps, après, c'est vrai qu'il m'a accusé de faire des essais illégaux. Lui, il a fait un essai légal de thérapie génique, où il a tué 2 gosses et foutu 4 lymphomes, quand même. Hein. Moi, je ne sais pas, je me cacherais dans un trou s'il m'était arrivé de faire un truc pareil. Hein. Et ça ne l'a pas empêché de défendre les vaccins génétiques plus tard. Ah oui, oui, et puis de devenir le président de l'Académie des sciences. Donc, si vous parlez d'un signe de déclin, ça, c'est un signe de déclin. Hein. Un sacré signe de déclin. Donc, moi, je regardais, donc il y a un déclin. C'est ce qui a commencé à me fâcher avec l'INSERM, c'est de dire, écoutez, il y a un déclin de la recherche médicale, ce que je regarde, qui est de plus en plus clair. Et donc, l'INSERM s'est mis en folie. Après, ils ont voulu le truc. Après, malchance, le directeur de l'INSERM était le mari de la nouvelle ministre de la Santé, ce qui est un scandale. On parlait d'un conflit d'intérêts. L'autre, ils sont allés l'emmerder parce qu'il a pris comme assistante parlementaire sa femme et son mari, qui est des trucs. Après, depuis, on est allé plus loin. Le Premier ministre avait son ex-mari qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc, on se fout du monde. Là. On se fout du monde à un point qui est, là, on est arrivé... Enfin, toujours est-il qu'il me détestait, ce couple, parce que je leur avais dit que le truc... Et d'ailleurs, c'est parce que l'INSERM ne marchait plus qu'un certain nombre de gens autour de Sarkozy avaient fait créer les IHU pour relancer des pôles compétitifs de sciences. Donc moi j'avais maladie infectieuse, il y avait Imagine qui avait été créé par Ghiseli et dont a hérité Fischer qui faisait la génétique, il y avait Maresco qui faisait la chirurgie ambulatoire, il fait la chirurgie de manière tout à fait extravagante, hein, c'est extraordinaire. Il y avait le pôle de neurologie de la Pitié, mais qui existe depuis le 19e siècle, et puis un pôle de cardiologie à Bordeaux, dont je ne sais pas ce qu'il vient. Mais c'était pour répondre au fait qu'il n'y avait plus de pôle scientifique français susceptible de faire le truc. Il y en a eu. Enfin, il y avait l'hôpital Claude Bernard, l'hôpital des contagieux qui a duré 100 ans, qu'ils ont fermé juste au moment du sida, ce qui prouve que la lucidité chez les politiques, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... c'est pas contagieux. Hein. Et donc, la baisse de la production scientifique par tête. Hein. La France a toujours masqué ça un peu du fait que on a une des populations les plus nombreuses parmi les pays de l'OCDE. Donc ça dit qu'on est à la 7e place. Passer derrière l'Italie, passer derrière le Canada, mais si vous regardez, vous ramenez ça à la population, on est 27e. Donc, si vous imaginez que juste au début du XVIIIe siècle, on produisait 40% de la science médicale mondiale, et que maintenant on fait 2,5, il s'est passé de l'eau sous les ponts. Si ça, vous n'appelez pas ça du déclin, vous n'avez pas bien compris comment ça marchait. Même l'Amérique n'a pas... La proportion de la production de l'Occident dans le monde est en train de diminuer de manière très sévère. Bien sûr, avec la montée de la Chine, mais de l'Inde. L'Inde est passée devant nous. Hein. Et là, on est en train de parler c'est pas tout petit, tout ça. Hein. L'Iran, c'est la Turquie. C'est l'appétit de la Turquie pour la science. C'est quelque chose de phénoménal. Donc, il y a quelque chose qu'on voit là, qui est une première chose. La deuxième chose, c'est le QI. Donc le QI baisse. Donc c'était très intéressant. Il y a un effet qui s'appelle l'effet de Flynn, qui a été décrit pendant tout le XXe siècle, avec une augmentation du QI qui en réalité était une augmentation de la scolarisation. C'est-à-dire comme une partie du QI, vous savez, basée sur le vocabulaire et l'autre sur des logiques relativement simples. La scolarisation a entraîné une augmentation du QI pendant tout le XXe siècle. Mais depuis le XXIe, il baisse. D'accord ? Dans tous les pays de l'OCDE, sauf en Extrême-Orient. Voilà. Ce qui va avec l'augmentation de la science en Extrême-Orient et les stratégies d'éducation de l'Extrême-Orient qui sont extrêmement rigides. Hein, ils sont très très durs et très exigeants.
une exigence chez les Chinois, pour les rares enfants qu'ils ont, une exigence qui est considérable de travail et de réussite. Hein. Ils ne sont pas du tout dans on va se déguiser, se maquiller cet après-midi. Hein. C'est autre chose, ou faire du théâtre, hein. C'est autre chose. Hein. La deuxième, donc on a une baisse du QI. D'une manière très intéressante, ça j'ai découvert ça en continuant à réfléchir sur ces éléments évolutifs. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc les choses que je ne comprends pas, moi, il y a bien, pour moi, une possibilité assez raisonnable que ce soit ces 99% de séquences que je ne comprends absolument pas et que personne ne comprend qui jouent un rôle. Oui. Si vous dites qu'il n'y a que le 1% qui compte, vous avez le droit, mais c'est du racisme, ça, c'est pas raisonnable. 99% que vous en foutez. Ça n'a pas fait que des singes, quand même. Oui. Donc ça a fait d'autres choses. Est-ce que ça fait? J'en sais rien. Est-ce que dedans, qu'est-ce qui est épidémique? J'en sais rien. Je sais que nous, on n'a pas les mêmes que les singes, par exemple. Hein. Mais notre variabilité à nous, interindividuelle, on ne la connaît absolument pas. Parce que c'est incroyablement difficile de séquencer ça, puisque c'est des séquences répétées, et donc on n'arrive pas à les rabouter les unes avec les autres. Oui, on n'arrive pas à savoir où elles sont vraiment. Oui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de génome complet. C'est très facile d'avoir ce qu'on appelle un exome, c'est-à-dire les gènes qui codent, mais tout ce qu'il y a au milieu, là, les 99%, pour les caser, on n'arrive pas à le faire. C'est très compliqué. D'accord ? Et donc on n'arrive pas à faire la différence qu'on a entre nous avec ça. D'accord ? Donc c'est bien possible que ça soit un des éléments. Mais par exemple, il y a une chose qui est très intéressante. On a vu pendant le 19 et le 20e siècle, c'est pour ça que la leçon la plus importante, c'est de comprendre que tout ça n'est pas linéaire. Donc on a l'impression, et c'est difficile, c'est encore plus difficile quand on fait du journalisme. Moi, j'ai eu une école de journalisme sous ma responsabilité. Les journalistes, quand je disais pourquoi vous écrivez des conneries, ils disent parce qu'on vend des journaux. Tellement, mais pourquoi vous dites un truc, le lendemain vous dites le contraire? Je dis, monsieur Raoult, journaliste, c'est la vérité du jour. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même échelle de temps. Et donc on a. Et pour les humains, c'est très très difficile d'avoir une échelle de temps qui dépasse l'échelle de leur propre vie. Vous voyez, peut-être ça va jusqu'à mon père disait ça, ma grand-mère disait ça, mais pas beaucoup plus loin. Et donc, on a l'impression que tout ce qui s'est passé depuis un siècle, c'est une droite et que c'était une droite avant aussi. Vous voyez, ou que c'était plat. Mais c'est pas vrai. Par exemple, on a découvert récemment que dans le néolithique, les gens étaient plus grands qu'au XIXe siècle. Alors qu'on a toujours pensé que ils étaient restés petits tout le temps, puis ils avaient grandi à partir du XXe siècle, quand on avait commencé à les soigner, à leur donner à bouffer. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord ? Donc tout ça, c'est des mythes qui ont été organisés pour donner une explication. Vous voyez ? Ah, pourquoi ou quoi sur... Et le passé nous est autant inconnu que l'avenir. Vous savez, on sait si peu de choses. Et comme les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire des hypothèses, vous voyez, même moi qui ai commencé à vous dire que j'en ferais pas, vous pouvez pas bien. Vous voyez, à chaque fois qu'un paléontologue trouve un os, il fait une hypothèse. Mais c'est pas sérieux. Tout ce qu'il faut, c'est travailler, découvrir, et puis dedans, on essaie d'assembler les choses en disant, écoutez, voilà, moi, ce qui m'apparaît le plus raisonnable comme assemblage, c'est ça, mais je changerai demain s'il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, déjà, la moitié du monde des microbes que je connais, vous n'en avez jamais entendu parler. Comment vous voulez envisager quelque chose? Ce que vous pouvez dire, j'en sais rien. C'est ce que je dis le plus souvent, je ne sais pas. J'avais inventé une... Ça n'a pas duré tout le temps, mais à un moment où j'avais pouvoir universitaire, et donc j'avais inventé... Je déteste les QCM, vous savez, les oui-non. Ça veut dire, c'est toute la bêtise du binaire. Et donc, j'avais inventé un système, un double système, qui était oui, non, je ne sais pas. Et donc, quand on se trompait, on perdait un point. Quand on ne savait pas, on avait 0. Quand on avait exact, on avait un point. Mais c'était moins grave de ne pas savoir que de raconter des conneries. Surtout en médecine, quand même. Ouais. Et ensuite, j'avais inventé un système de hiérarchie où il y avait des questions, il fallait avoir 100% de réponses justes, parce que si vous ne savez pas ça, vous êtes dangereux. Il y avait un deuxième domaine dans lequel il fallait avoir 50% des réponses justes parce que c'est important dans la pratique, mais ce n'est pas mortel. Et puis 50% qui est l'érudition. D'accord ? Donc j'ai mis ça en place pendant un certain temps, mais
c'était trop... les étudiants gueulaient en disant que c'était trop compliqué et qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était cette histoire. Et donc, ça a été abandonné assez rapidement sous la pression des étudiants, parce qu'ils préféraient un truc qui était un truc d'âne. Là, on disait oui, non, et oui, non, ils comprenaient. Et après, oui, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc, je ne sais pas. Bien sûr que je sais. Ouais. Et donc, je pense que le rétablir le je ne sais pas dans notre civilisation, c'est un élément absolument essentiel. Oui. Essentiel. Et ça évite, si vous voulez, d'avoir tous ces imbéciles qui débitent des choses dont ils n'auront jamais l'honnêteté de dire que c'était une bêtise. D'ailleurs, ils ne s'en souviennent même pas, généralement, parce que les gens qui ne sont pas très intelligents n'ont pas beaucoup de mémoire. Il y a une corrélation très, vous savez, très nette entre la mémoire et l'intelligence. Serait-ce que pour le vocabulaire. Vous ne pouvez pas avoir de vocabulaire si vous n'avez pas de mémoire. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je trouve qu'il y a des signes qui sont inquiétants. La baisse du QI. L'obésité, par exemple. Vous voyez, l'épidémie d'obésité. C'est vraiment une épidémie, c'est transmissible. C'est-à-dire que si vous prenez un gosse adopté dans une famille d'obèses, il va devenir obèse. Donc, ce n'est pas génétique. D'accord ? Et puis, il y a les études, à chaque fois que les types veulent faire génétique, il y a les maniaques des jumeaux, là, qui font les vrais jumeaux, les faux jumeaux, ils vous foutent le bordel entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ils ne sont pas en commun. Enfin, c'est devenu une vraie manie, ça, ces jumeaux. Enfin, toujours est-il que les vrais jumeaux et les faux jumeaux ont le même pourcentage d'obésité. Voilà. C'est-à-dire que les faux jumeaux sont aussi obèses, que s'il y en a un des deux qui est obèse, l'autre est obèse aussi, qu'ils soient des vrais jumeaux ou des faux jumeaux. Donc ça veut dire que c'est transmissible, quelque chose qui est transmissible. Après, vous avez parfaitement le droit de dire d'accord, mais mon opinion, vous n'avez pas le droit de dire c'est parce que là, on est fâché. Si vous dites non, mais mon opinion, c'est parce que les Américains m'en bouffent comme des cochons, les McDonald's, et puis il y a du sucre partout, hein. Bon, c'est votre opinion. C'est plausible, c'est votre opinion. Il y en a d'autres qui vont dire, non, vous savez, c'est une culture, et puis c'est transmissible parce que socialement, finalement, l'image des gros n'est pas stigmatisée, et que donc maintenant, il y a plus de gros. C'est vrai que moi, à mon époque, à mon âge, être gros, c'était compliqué. Hein. Ils se faisaient pincer les fesses, traiter de gros lard, voilà. Donc, moi, je connais même une fille qui était la sœur d'un copain à moi, qui a émigré en Angleterre parce qu'à Marseille, elle se faisait insulter dans la rue parce qu'elle était grosse. Hein. Donc en Angleterre, déjà, ils toléraient beaucoup mieux l'obésité que ce qui était toléré en France. Donc si vous me dites, non mais c'est social ou c'est culturel, regardez le problème du féminisme, on n'arrive plus à comprendre ce qui est culturel, social, ce qui n'est pas. C'est la panique, là, c'est compliqué quand même. Les infections urinaires, moi je crois que c'est biologique, hein, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, moi, dans ce qui est transmissible, la cause transmissible que je connais le mieux de toutes, c'est la transmissibilité par les agents transmissibles. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi ni la bêtise, ni l'obésité, ni ne seraient pas transmises par des agents transmissibles. Vous savez, surtout, ça va vous paraître bizarre, ce que je vous dis, mais si vous voulez que ça vous paraisse moins bizarre, il faut que vous lisiez le livre de Latour. Au moment, Latour, à un moment, a été génial. C'était un anthropologue français qui a commencé à travailler à l'Orstom, donc dans les pays tropicaux, et dont le travail essentiel était l'observation des scientifiques. C'est-à-dire, ceux qui l'observaient comme humain, c'était les scientifiques. D'accord ? Et il a fait 2 livres extraordinaires, dans un qui s'appelle « La vie de laboratoire ». Et il était dans le laboratoire, à ce moment-là, en Californie, d'un prix Nobel. Il explique comment ça marche. Et il explique ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut avoir des relations. Moi, je vous le dis, pour publier dans Nature et Science, 9 fois sur 10, il faut connaître le rédacteur. Sinon, vous ne publiez pas là-dedans. Ou bien alors, il faut avoir une réputation qui est telle que la question ne se pose pas. Et encore, ils sont tout fiers de dire, nous-mêmes, c'est un Nobel, c'est nous qui décidons. Et donc, parce que c'est des activités humaines, donc il faut être bien naïf pour penser. Moi, j'ai un copain qui, pour publier ses papiers dans Science, il dit, écoute, je vais aller le présenter à une rédactrice de Science que je connais. Tu sais, quand je vais là-bas, je l'invite, on danse ensemble, je lui parle de mon papier.
Et puis l'autre, à chaque fois, qui a un papier, quelqu'un qui publie avec moi, d'ailleurs, il dit attends, il faut d'abord que j'aille lui présenter, discuter, me soumettre, lui montrer à quel point c'est important. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment que la science n'est pas humaine? Enfin, c'est la même chose, ils trichent pareil, ils sont vendus pareil. En plus, c'est des neuneux. Si vous regardez l'épreuve de titre de ces gens-là, vous tombez de votre chaise. Vous tombez de votre chaise. C'est incroyable. Maintenant, c'est les machines à faire du fric. Avant, donc vous confondez avec une époque où les journaux étaient issus des académies ou des associations scientifiques. Il en reste quelques-unes. PNAS reste le journal, c'est un journal assez sérieux, hein, le journal de l'Académie des sciences des États-Unis. Le nôtre de l'Académie des sciences, comme tout, il n'y a plus de journaux scientifiques en France. Mais Nature, tout ce groupe, Nature, Springer, tout le groupe du Lancet, tout ça, c'est des multinationales monstrueuses, encore une fois, qui sont tenues par des financiers. Et les gens qui gèrent ça ne sont pas des scientifiques du tout. C'est les gens qui sont payés pour faire ça, c'est des ratés de la science. Quand ils ont une thèse, c'est bien, il y en a qui n'ont même pas de thèse. Nous, celui qui était personnage, qui était rédacteur en chef du journal le plus coté en maladies infectieuses, il avait une licence. D'accord? Ça n'empêchait pas de vous donner les leçons de science. Hein. Donc, si vous voulez, on est arrivé là, on est là, voilà, comme ça, c'est devenu une marchandise qui est extrêmement rentable. Hein. C'est une rentabilité de 35%, elle se vient. Vous vous rendez compte? Oui, donc ça attire tous les types qui veulent gagner de l'argent, et donc vous pouvez... voilà, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, si toute la source de la science est achetée, si les gens deviennent idiots, et qui sont de plus en plus malhonnêtes, si vous voulez, si ça, c'est pas une période de déclin, ça ressemble beaucoup, si vous voulez, aux périodes d'effondrement, quand même. Hein. Beaucoup. Hein. Période d'effondrement, c'est ça. Hein. Et donc, voilà, on verra bien si on verra bien ce qui se passera. La plupart, encore une fois, des civilisations qui sont écroulées, on ne sait même pas pourquoi elles sont écroulées. C'est tout ce qui a été découvert en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils ont trouvé maintenant des villes qui ont plusieurs milliers d'années, qui ont laissé aucune trace, rien du tout. Enfin, c'est extraordinaire. Hein, des civilisations dont on n'avait jamais entendu parler. Enfin, c'est extraordinaire. Même en Afrique, hein, ils ont trouvé la ville de Zimbabwe. Là, c'est une ville... le Zimbabwe a pris le nom de cette ville, le Zimbabwe, il y a une vraie ville au milieu, et les gens ont été effroyablement racistes, et a donné toutes les explications pour dire que ce n'était pas possible que ce soit les Africains qui aient bâti une ville là-dedans. Donc ils disaient ça doit être parce que les Arabes longeaient toute la côte, les Arabes ont dû rentrer à l'intérieur et construire une ville, et c'est une ville avec une civilisation qui a disparu, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand. Vous voyez, donc l'histoire, on ne la connaît pas. Hein. Donc c'est comme les Néandertals et les trucs. Hein. Vous racontez l'histoire avec les 3 couillonnades que vous avez apprises, vous racontez l'histoire de France avec Michelet, et puis vous croyez que c'est la vérité. Mais c'est que une couillonnade, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. C'est du roman. On comble les trous avec le roman. Voilà. En tout cas, tout ça, ça nous invite à rester humbles à la fois sur le futur, on ne fait pas de prédictions, mais y compris sur le passé, puis même sur le présent qu'on étudie. Oui, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans les phénomènes récents, vous savez, qui m'éclairent, parce que bien sûr, je ne prédis rien, mais je regarde les analogies, comme tout le monde. D'ailleurs, quand on veut essayer de comprendre, on fait les analogies. Moi, j'ai regardé, je vous suggère de le regarder, parce que bien sûr, tout ce que je dis, c'est écrit et c'est facile à retrouver. Le résultat des élections européennes et américaines. C'est très, très intéressant. Il faut regarder les couleurs, c'est très intéressant. Donc, la France, depuis très longtemps, ça avait très bien été analysé par 2 anthropodémographes qui sont Todd et puis Zeldin, était partagée pratiquement en 2, avec une partie en haut en bleu, une partie en bas en rose. Donc, était socialiste, le sud-ouest est socialiste, et le reste, c'était à droite. Et puis,
il y a eu un grand bouleversement, là, avec le Front National qui a été exclu de la droite pour devenir un objet atypique, et Macron. Et maintenant, si vous regardez la carte, il faut le regarder, il ne faut pas me croire, il faut le regarder. Regardez la carte. Vous avez la même carte, le bleu, tout en haut, du bleu avec du rose en bas, et vous avez un seul endroit où il y a des macronistes, c'est Paris, qui sont, c'est-à-dire là où est le premier parti. Ils ont représenté le parti qui a le plus de voix. Donc c'est essentiellement bleu, pas mal de rose dans sud-ouest et sud-est, donc il reste la trace de ça. Le jaune, il y a Paris, et autour du jaune, il y a le rouge qui est LFI. C'est la seule tache qui ne soit pas bleu et rose. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont là, et ça, je peux vous le dire aussi d'expérience, ils croient qu'ils ont raison parce qu'ils sont entre eux. Mais ils ne se rendent pas compte que tous les gens qui sont autour pensent différemment. Et si vous regardez maintenant celle des États-Unis, elle est encore plus spectaculaire. Bien sûr, il y a eu, si vous regardez en plus par Kunti, c'est impressionnant. Mais il ne faut pas regarder que la couleur. Là, il faut regarder les pourcentages. Si vous regardez les pourcentages parmi lesquels les bleus et les rouges ont gagné. Les bleus et les rouges, quand ils ont gagné, ils ont entre 55 et 65% de voix. Sauf le District of Columbia, où il y a 90% de démocrates. Vous savez que ce soit Paris ou que ce soit Washington, c'est Versailles. Et Versailles, vous savez ce que c'est devenu quand même. C'est Versailles. Ils sont entre eux et ils sont sidérés. Vous voyez bien la réaction de la presse, la réaction. Ils tombent des nues parce que tous les gens avec qui ils parlent pensent comme eux. Et donc ils ont créé un écosystème très spécifique, si vous voulez. Si maintenant, d'ailleurs, elle est en train de le faire à Paris, elle est en train de réduire, d'enlever un peu les Africains, les Chinois, les trucs pour réduire, vous savez, aux arrondissements à un chiffre, pour faire Versailles, si vous voulez, où on sera tranquille entre nous. Peut-être qu'ils mettront des barrières pour empêcher les colorodes de rentrer à l'intérieur, pour être tranquille, voyez. Et donc, on est à Versailles. À Paris et à Washington, on est à Versailles. Ils sont déconnectés de la réalité. Regardez, hein, moi, faut regarder les chiffres. Moi, j'ai regardé ça hier. Je regardais les données. Je regardais les résultats des élections américaines, comme tout le monde. Ça m'intéresse. Le type qui doit devenir ministre de la Recherche, il dit le plus grand bien de moi, le plus grand mal de Fauci-Gate. Donc, ça m'intéresse. Je suis directement concerné. Il écrit un livre qui s'appelle Fauci-Gate et Big Pharma, qui est traduit en français, qui est un très bon livre. Donc je suis directement concerné, ça m'intéresse, si vous voulez. Et donc j'ai regardé dans le détail, et puis j'ai essayé de comprendre pourquoi la presse américaine, le rapport de la presse, il y avait une discordance il y avait deux discordances très intéressantes. La presse américaine était à 89% pour Kamala Harris. C'est intéressant. Enfin, c'est la presse. Moi, je sais, je vois Lucie la même chose. La presse était très monophasé. Les sondages disaient c'est so-so, et les parieurs disaient 60-70% pour Trump. C'est intéressant. Les parieurs, là, trichent pas, c'est leur pognon, là. Ils veulent des résultats. Donc les parieurs ont gagné quand même. Et donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand vous voyez, vous dites, non mais, la première réaction, celle de ce qu'on appelle les complotistes, si vous voulez. C'est de dire, non, mais c'est parce qu'ils sont achetés, non, mais c'est parce que ça leur appartient. Moi je ne réfléchis pas comme ça. Vous avez remarqué, moi, je réfléchis en écosystème. Moi, je pense qu'ils sont dans un écosystème. Donc, les individus, les individus appartiennent. Vous savez, c'est Hannah Arendt avec la banalité du mal. Hein, vous savez, c'est juste ça. Hein. Les gens appartiennent à un écosystème où on pense comme ça. Et donc, comme les hommes sont des moutons dans la plupart des cas, tant il y a un mouton noir, heureusement, dans cet écosystème où on pense comme ça, eh bien, on pense comme ça. Et donc, tout le reste vous apparaît être complètement surréaliste. Enfin, c'est pas possible. C'est juste impossible. Et donc, vous ne pouvez pas...
Moi, j'ai discuté, j'ai des amis aux États-Unis, beaucoup. Et donc, je discute avec eux quand vous êtes baladé aux États-Unis. Je suis allé très très souvent aux États-Unis. Vous ne pouvez pas penser que les États-Unis, c'est un pays univoque avec une manière de penser. Vous savez, il y avait des trucs, quand ils ont fait les lois sur l'homosexualité, de temps en temps, ils lynchaient dans le Montana les types qui étaient homosexuels quand même. Hein. Donc, il y a la moitié des gens qui sont créationnistes quand même. Hein. Donc, si vous voulez, si vous pensez que tout le monde pense comme à Washington, vous êtes jamais aux États-Unis, c'est pas les mêmes. Hein. Donc, il y a des vraies différences de pensée majeures qui existent aux États-Unis, qui fait qu'il existe d'ailleurs une ressource, une fertilité, une créativité aux États-Unis qui fait que ce pays a la capacité, en dehors du fait que c'est un continent, hein, a une capacité à rebondir qui est pas celle de l'Europe. Hein. Moi, je trouve que l'Europe, c'est mal parti, sauf peut-être les pays scandinaves dont je ne sais pas pourquoi, ceux-là sont si malins, ça m'étonne, il y a quelque chose. Marquez, c'est mes gènes, alors je suis d'accord. Hein. Non, il y a quelque chose qui se passe avec, on le voit même dans la crise, ils ont été moins fous quand même. Donc, la Suède, mais la Norvège, c'est les premiers à avoir abandonné le vaccin, c'est les premiers à avoir... Danemark, un système qui va nous remettre les pendules à l'heure, parce qu'ils ont un système de veille médicale de 100% de la population, avec des dossiers de 100% de la population est d'accord. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'a fait vraiment le vaccin, qu'est-ce qu'a fait vraiment, on va le voir. C'est une question de temps, il faut que la situation était trop tendue pour faire quelque chose, mais là, avec le bouleversement en Amérique, ça va sortir de tous les côtés. Hein. Oui, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, là, avec tout ce qui nous attend. Oui. Moi, je ne sais pas si je serais surpris, mais enfin, je pense que beaucoup seront surpris, mais encore une fois, ça n'empêchera pas le fait que les gens, le nez devant les choses, ne le croient pas. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Et puis, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, moi, je vous invite à découvrir le livre du professeur Raoult, Homo Chaoticus. Voilà. Merci encore. Hein.